Bonjour à toutes et tous. Je remercie d'abord très chaleureusement les organisateurs et organisatrices de ce colloque de m'avoir, en particulier évidemment la Fondation Maladies Rares, de m'avoir sollicité et permis de présenter les résultats en fait d'une recherche-action qui vise à mieux comprendre et faciliter le retour en classe d'élèves au collège et au lycée qui ont pu être traités pour un cancer. Donc, je présenterai mon propos en 5 points. Tout d'abord, assez rapidement, pour savoir de quoi on parle, rapidement vous présenter le dispositif dont je vais vous parler. C'était la commande des organisateurs de vraiment revenir sur la jeunesse du dispositif, donc j'y passerai un temps assez important. Vous présenter du coup un peu plus en détail de quoi il retourne, en indiquant des principaux résultats, et puis vous dire aussi quelles sont les perspectives en termes d'action et de recherche de ce projet, puisque c'est un élément qui m'a fait sourire, au sens où ce projet-là, maintenant, va s'étendre à la question des maladies rares, et donc c'était visiblement un signe de travailler sur cette question-là et que ça recoupe avec une sollicitation au même moment. Donc j'en parlerai avec joie. Donc tout d'abord, de quoi il s'agit ? Le dispositif PACAP, c'est une recherche-action, c'est-à-dire un dispositif de recherche original qui consiste à mener de front et simultanément à la fois une expérimentation sur le plan de l'action, c'est-à-dire tester un dispositif qui se veut aidant pour les élèves et leurs familles, et en même temps essayer de comprendre de manière un petit peu plus approfondie la scolarité, les trajectoires scolaires, les expériences scolaires, et pour le dire plus simplement, tout ce qui va concerner les difficultés de retour en classe de collégiens et lycéens qui ont été traités pour une maladie grave qui est ici la maladie du cancer, enfin les maladies du cancer, puisqu'il y a évidemment plusieurs types de cancers qui sont concernés. Dans ce projet-là, on était, là je suis toute seule du coup au pupitre, mais on était 2 actrices véritablement en partenariat sur ce projet. Donc d'abord Karine Dugas, qui a été pendant plusieurs années responsable de l'ERI, Espace Rencontre Information Pédiatrique à Gustave-Roussy, et qui est maintenant accompagnatrice en santé et médiatrice en santé au CHU de Bordeaux dans une unité spécifique qui s'appelle la maison Maharaja, donc qui est vraiment destinée aux adolescents et jeunes adultes qui ont été traités pour un cancer. Et moi-même, du coup, qui ai eu plusieurs casquettes dans ce projet, puisque à la base, je suis enseignante du secondaire, je suis devenue progressivement chercheur, et maintenant, j'enseigne à l'université, dans un IUT, du coup. Ce dispositif, il n'aurait pas pu exister d'abord sans les jeunes et leurs familles qui ont été directement partie prenante de ce projet, mais aussi aux centres de soins et à certaines institutions, notamment les rectorats, qui nous ont permis de tester et de mener ce projet-là. Sans des financeurs aussi, que sont l'Institut national du cancer et puis la Ligue contre le cancer, à la fois sur le plan national et le comité de la Gironde. Et puis toute une série de partenaires internes à l'éducation nationale qui ont joué un rôle crucial, en fait, que ce soit au niveau des médecins scolaires, des infirmières scolaires, des enseignants référents, et je ne peux pas tous les lister là, mais vous comprendrez que je parle de l'ensemble des professionnels de l'éducation qui ont pu jouer un rôle dans ce projet. Et ce qui est important de dire au tout début de cette présentation, c'est que ce projet-là, il a été conçu à la demande des jeunes et de leurs familles, qui ont pu en faire directement la demande à Karine Dugas lorsqu'elle était responsable de l'ERI pédiatrique. Et ensuite, on a monté l'Observatoire de la réinsertion scolaire avec, du coup, des patients ou des adolescents, nous on les appelle plutôt, et leurs parents. Et donc, à tous les moments de cette recherche, en fait, ces jeunes-là ont été, et leurs familles, évidemment, ont été véritablement associés. Je ne vais pas le répéter 50 fois pour éviter les lourdeurs, mais il faut vraiment penser que l'ensemble du dispositif, il est réalisé main dans la main avec ces actrices et ces acteurs qu'on juge absolument comme étant les protagonistes principaux, en fait, de l'affaire.
Le dispositif, son idée, en tout cas sa genèse, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, est né en Île-de-France, mais l'expérimentation en tant que telle a été réalisée en Aquitaine pendant 2 années. Alors, je vais passer du coup à la genèse du dispositif, en précisant un petit peu le contexte, notamment parce qu'il est un tout petit peu décalé par rapport aux autres interventions qu'on a eues durant ce colloque. C'est normal puisque le thème était la question des maladies rares et donc nous, on a travaillé sur le cancer. Donc le cancer des adolescents, pour des jeunes qui ont entre 15 et 19 ans, concerne 700 adolescents, 700 nouveaux cas, entre guillemets, par an, donc ce qui n'inclut pas les files actives. On a un certain nombre de travaux qui ont été réalisés sur la question à la fois de la qualité de vie au sens large, mais aussi de la scolarité dans des disciplines qui ne sont pas la mienne, c'est-à-dire l'épidémiologie, la médecine, la psychologie, les sciences infirmières, en particulier sur des terrains étrangers. Et même s'il y a des travaux, évidemment, qui ont été faits sur ces questions-là en sociologie en terrain français, ils se comptent sur les doigts d'une main. Pour autant, on a quand même un certain nombre d'éléments à la base de ce projet sur des connaissances un petit peu généralistes sur les conditions de scolarité de ces jeunes-là, au sens où on sait que les scolarités peuvent être impactées au sens large par les localisations de la maladie et par les traitements. Donc déjà au niveau des trajectoires scolaires, puisque les jeunes qui sont traités pour un cancer sont pris en charge sur le plan scolaire à la fois dans les centres de soins, dès lors qu'il existe des classes spécifiques avec des enseignants spécialisés qui y exercent dans les services d'oncologie pédiatrique. Il y a des prises en charge scolaires aussi qui se déroulent dans le cadre du domicile, avec ce qu'on appelle le SAPAD, donc des enseignants ordinaires qui se rendent au domicile des enfants pour leur donner des cours. Et puis, bien évidemment, il y a aussi des acteurs qui interviennent dans le cadre des établissements ordinaires, donc les enseignants, et puis toute une série de professionnels de l'éducation que je ne vais pas lister, mais comme les CPE, les infirmières scolaires, les médecins scolaires, etc. La spécificité du cancer, c'est tout de même d'être finalement à mi-chemin entre des situations de handicap au sens propre du terme et des situations de maladie grave. C'est-à-dire que même si le cancer impacte quasiment toujours les enfants en termes de fatigue, on estime qu'environ 25% seulement des enfants qui sont traités pour un cancer sont reconnus d'un point de vue administratif comme étant en situation de handicap. Ce qui veut dire que concrètement, il y a des dispositifs qui existent pour les enfants en situation de handicap qui pourraient être aidants pour ces enfants-là, mais dont ils ne peuvent bénéficier puisque précisément ils ne sont pas dans cette case administrative-là, entre guillemets. Un enfant qui n'est pas reconnu administrativement en situation de handicap ne bénéficie pas d'un PPS, par exemple, donc peut plus difficilement être suivi par un enseignant référent. Donc il y a cette spécificité-là un peu subtile qui rend les choses complexes dans les établissements ordinaires. Ce que l'on sait aussi en termes de conséquences scolaires de la gestion sociale de la maladie, c'est la question d'absences répétées qui ont été montrées par la littérature scientifique, de redoublements plus fréquents et, dans certains cas, d'altération durable des résultats scolaires, en particulier quand les enfants ont pu avoir une localisation de la maladie spécifique, je pense par exemple à des tumeurs cérébrales, ou des traitements de la maladie spécifique, je pense par exemple à un enfant qui aurait été traité pour un ostéosarcome et qui aurait reçu certaines chimiothérapies qui sont connues pour avoir des effets neurocognitifs. Quoi qu'il en soit, on reste sur une thématique où on a de gros manques encore au niveau de la connaissance. D'abord, sur le plan statistique, on est en train de réaliser, avec une équipe pluridisciplinaire, une enquête statistique à échelle nationale pour essayer d'évaluer véritablement l'insertion scolaire et professionnelle des jeunes entre 15 et 24 ans qui sont traités pour un cancer, mais on n'a pas encore les résultats, et au moment où on faisait cette recherche, bien évidemment, ils n'étaient pas encore présents. Et on a des chiffres de l'éducation nationale qui sont également lacunaires, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, seuls les enfants qui sont reconnus administrativement pour être en situation de handicap sont comptabilisés. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas de chiffres clairs sur la majorité des enfants qui sont traités pour un cancer et qui retournent dans leur établissement scolaire, ce qui pose un certain nombre de soucis.
J'en viens donc aux questions de recherche qu'on se posait dans ce travail-là et qui nous ont amenés en fait à penser cette recherche-action. Ce qu'on voulait comprendre d'un point de vue général, c'était les tensions qui existent entre maladies graves et scolarité au niveau du secondaire et en particulier du lycée. Tout d'abord, essayer d'avoir une idée plus précise des temporalités de la scolarité à l'épreuve de la maladie grave et mieux comprendre quelle était l'expérience scolaire de ces jeunes. Là-dessus, nous avions pensé mobiliser la boîte à outils classique du sociologue, c'est-à-dire réaliser des entretiens rétrospectifs, ce que nous avons fait dans un premier temps, sauf que le souci des entretiens rétrospectifs, c'est que par définition, ils viennent après le moment du retour en classe et sont faits avec des adolescents, du coup, qui essayent au maximum de renseigner ce moment-là, mais l'entretien reste lacunaire, c'est-à-dire que le retour en classe reste un souvenir qui en plus a été effacé au prisme de l'événement traumatisant quand même qu'est la maladie, et du coup on avait des informations qui étaient très limitées. Et puis la deuxième difficulté, et c'est lié au deuxième objectif, on voulait travailler sur les enjeux de l'inclusion scolaire, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles questions réellement cela pose à l'école contemporaine d'accueillir des enfants qui sont gravement malades ou qui ont été gravement malades. Et pour cela, la méthode qui nous paraissait la plus intéressante, c'était de réaliser des observations. Sauf que d'un point de vue déontologique, mais là c'est une décision qui nous est propre, on pourrait le penser autrement, mais nous, on a estimé qu'il était impensable en fait d'ajouter de l'inconfort à des situations déjà très sensibles. C'est-à-dire que aller accompagner un enfant qui retourne en classe, qui est déjà dans une situation compliquée, et faire la petite souris qui l'accompagne pendant quelques temps, qui aurait duré longtemps parce qu'on aurait été dans une ethnographie, une immersion de longue durée, ça nous semblait impensable. Donc on n'a pas souhaité le faire. Du coup, comment on en est venu à proposer ce projet-là? C'est vraiment en lien avec ce que je viens de vous dire. Donc, face à toutes ces questions qui restaient sans réponse, le germe d'un dispositif spécifique a progressivement vu le jour, et c'est aussi l'histoire de rencontres qui a fait que ce dispositif-là est né. D'abord, pendant 4 ans, Karine Dugas donc, était responsable de l'ERI pédiatrique à Gustave-Roussy, et elle menait un projet seulement d'action, où il n'y avait pas de dimension de recherche, main dans la main avec les enseignantes spécialisées de Gustave-Roussy. Et ce projet-là, c'était d'accompagner des enfants, donc école primaire, collège ou lycée, qui souhaitaient retourner en classe. Au début où j'ai réalisé cette recherche, où j'étais dans une recherche entre guillemets fondamentale, j'ai rencontré Karine Dugas et sa proposition concrète, elle a directement fait écho à mes propres questionnements, puisque si j'ai commencé à m'intéresser à la situation de lycéens gravement malades, c'est parce que moi, en tant qu'enseignante du secondaire à cette époque-là, j'avais tâché d'accompagner une élève dans cette situation-là, et j'avais été assez désemparée en fait. J'avais cherché des solutions, mais c'était un petit peu des solutions de bout de ficelle. Donc du coup, cette proposition-là concrète, elle m'a vraiment fait tilt, comme on dit. Et puis, on se rendait bien compte aussi que la littérature scientifique, et notamment dans les pays nordiques, incitait quand même assez clairement à tester des expérimentations qui allaient dans ce sens. Donc du coup, ensemble, et puis avec d'autres partenaires, on a proposé du coup de monter un dispositif vraiment là de recherche-action, c'est-à-dire où on approfondissait le dispositif de base, c'est-à-dire des interventions en classe et en équipe éducative pour des collégiens et lycéens qui retournaient en classe, en l'assortissant vraiment d'un dispositif de recherche qui permettait de mieux comprendre toutes les questions auxquelles on n'avait pas encore de réponse. Là-dessus, Karine a changé de poste, elle est allée au CHU de Bordeaux. Le responsable du service d'oncologie pédiatrique en question, qui est toujours d'ailleurs Yves Perel, a été fort enthousiasmé par ce projet-là. Le rectorat nous a autorisé également à tester, et donc on a commencé ce projet-là ensemble. Alors, qu'est-ce que ce projet-là, du coup donc, ce projet, qui s'appelle PACAP, il fonctionne par étude de cas. Alors, étude de cas au sens où on crée un cas d'étude, mais quand je prends ce terme de cas, je ne désigne pas un adolescent. Quand je parle d'adolescent, j'utilise ce terme-là. Le cas, c'est vraiment l'ensemble des 20 à 30 feuilles de papier qui permet vraiment d'avoir une idée de la trajectoire scolaire et de maladie du jeune en question. Il y a toujours 2 volets dans cette étude-là.
Chaque adolescent à qui on propose de participer au dispositif et qui l'accepte entre dans une position où il est accompagné et où il exprime un besoin d'accompagnement. Et donc, il y a deux volets qui sont vraiment concomitants. Un volet d'action au tout début où on fait un entretien très long avec le jeune et sa famille, si le jeune le souhaite, où on propose aux jeunes à la fois de renseigner un questionnaire et de réaliser un entretien long qui n'est pas enregistré pour la première rencontre, parce qu'on juge que pour la confiance, c'est plus important de ne pas enregistrer au tout début. Donc, sur le plan de l'action, on cherche à comprendre les besoins du jeune, et sur le plan de la recherche, d'essayer de mieux comprendre son parcours. Et puis, avec lui ou elle, on va penser une intervention en équipe éducative et ou une intervention en classe. Donc là, l'objectif, c'est pour l'intervention en équipe éducative, c'est d'aller sensibiliser en partenariat avec les professionnels concernés, les enseignants ordinaires de l'enfant, de manière à essayer de négocier des aménagements. Dans ce cadre-là, du coup, des notes de terrain ethnographiques sont prises pour essayer de comprendre justement les enjeux de l'inclusion scolaire. Et pour les interventions en classe, on propose au professeur principal de prendre en responsabilité la classe pendant 2 heures. Et donc, pendant 2 heures, on a tout un déroulé pédagogique, en fait, qui permet de à la fois réfléchir avec les enfants sur leur représentation initiale de la maladie du cancer, qui, vous l'imaginez, sont particulièrement sombres, puisque les enfants, comme les adultes aujourd'hui encore en France, associent tout de suite le cancer avec la mort, ce qui donne déjà une certaine teneur à l'échange. Et ensuite, on essaye du coup de réfléchir avec eux sur ce que c'est la maladie et surtout ce que ce jeune qui veut retourner en cours veut faire passer comme message à ses camarades de classe. Donc il y a certains adolescents qui veulent en dire beaucoup, d'autres qui veulent en dire très peu, et évidemment, on respecte à 100% cette intention-là. Et puis, dans un dernier temps, dans les interventions en classe, on travaille aussi sur la question générale du handicap, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire en sorte, nous, communauté éducative, de favoriser au mieux en fait, le retour en classe et l'insertion scolaire de cet enfant-là. Donc, dans ces interventions en classe, il y a à la fois des observations qui sont faites, mais aussi des questionnaires qui sont proposés à la fois aux professionnels de l'éducation et aux enfants qui ont participé à l'intervention. Et puis enfin, un entretien bilan est réalisé avec l'adolescent qui, là, cette fois-ci, est enregistré avec son autorisation. Souvent, la famille est aussi présente, ça dépend du choix de la cellule familiale, pour vraiment passer plusieurs heures à échanger sur le parcours scolaire, le parcours médical, qu'est-ce qui a permis l'intervention, etc. Et il est très fréquent que des interventions soient reprogrammées dans l'année parce que le dispositif, s'il est aidant, n'est pas miracle et qu'il faut souvent, surtout dans le secondaire, revenir plusieurs fois pour toucher l'ensemble de la communauté enseignante. Dernier point de méthode, pour s'associer vraiment aux familles de manière, avec la plus grande proximité, on a réalisé à mi-parcours du projet un focus group, c'est-à-dire qu'on a proposé à toutes les familles du dispositif, on en a la moitié qui ont été d'accord pour le faire, de passer une demi-journée ensemble à vraiment échanger sur les premiers résultats qu'on avait sur le projet, sur la manière dont on faisait les choses, de manière à, pour la deuxième année, réorienter un certain nombre d'éléments pour gagner en efficacité et en respect des intentions des uns et des autres. Alors, en termes de principaux résultats, juste l'élément que je voulais ajouter, mais je vais passer très vite dessus, c'est que les résultats qu'on a actuellement ne viennent pas que de la recherche-action. Ils ont été croisés avec des données qui ont été collectées en recherche fondamentale, que j'ai essayé de présenter sur ce schéma qui est un peu massif, je m'en excuse. Donc de recherche fondamentale au sens où moi j'ai fait plus de 2 années en fait d'ethnographie, c'est-à-dire d'immersion à la fois dans des établissements scolaires ordinaires et dans des services d'oncologie pédiatrique pour voir qu'est-ce que c'était la scolarité dans ce contexte-là. J'ai aussi réalisé des observations ethnographiques dans le cadre de cours à domicile que j'ai donnés. Et puis, j'ai aussi fait des entretiens d'une manière très classique, en fait, avec des jeunes en rémission et des parents qui n'étaient pas inclus dans le dispositif, soit parce qu'ils étaient loin des traitements et du coup n'avaient plus besoin de ce type d'intervention, soit tout simplement parce qu'ils ne souhaitaient pas bénéficier de cette intervention-là pour des raisons qui étaient les leurs et qui sont très variées. Alors, en termes de principaux résultats,
je vais essayer d'aller rapidement parce que je suis en retard. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous sont apparus. Donc déjà que les retours en classe, en fait, et les trajectoires scolaires sont l'objet de temporalités spécifiques, c'est-à-dire que la scolarité à l'épreuve de la maladie grave, c'est un sujet qui n'obtient pas une réponse univoque, c'est-à-dire que après les traitements aigus où la scolarité a été vécue comme une parenthèse, il y a différentes trajectoires de scolarité qui peuvent s'observer. C'est-à-dire que certains enfants, après les traitements aigus, vont se retrouver dans ce que j'appelle une trajectoire normalisée, c'est-à-dire que la scolarité est vécue pratiquement de la même manière qu'elle l'était avant les traitements. Par contre, il y a toute une série de situations où des adolescents vont être dans ce que j'appelle des trajectoires invalidantes, c'est-à-dire que, sans parler des impacts biomédicaux de la maladie, la scolarité est vécue différemment, parce qu'il y a eu un isolement scolaire important, parce qu'il y a eu des réactions qui étaient difficiles de la part du groupe de pairs, parce qu'il y a eu un vécu compliqué pendant les traitements de la scolarité, etc. Et puis enfin, des trajectoires palliatives où une partie des adolescents qu'on a rencontrés sont décédés de leur maladie, et pendant la période palliative, ces adolescents-là n'ont pas forcément souhaité arrêter leur scolarité. On voit même des jeunes qui, 10 jours avant de décéder, choisissent de passer les examens du baccalauréat. Ce qui peut paraître étonnant parce que dans nos représentations, on associe beaucoup l'école à la vie. Mais l'école n'est pas faite que pour ceux qui vont vivre. Et on peut souhaiter apprendre juste avant sa mort. Et du coup, on a observé des situations variées dans ces trajectoires palliatives-là, mais quoi qu'il en soit, la scolarité prenait quand même toujours une teneur et une couleur assez différentes. Et donc ça, bon là, j'ai pas assez de temps pour en parler, mais c'est un élément important. Deuxième élément, le dispositif couplé avec la recherche fondamentale, il permettait de montrer que le cancer, c'est un amplificateur des inégalités sociales devant l'école. C'est-à-dire que même si tous les parents qu'on a observés étaient extrêmement investis dans la scolarité de leur enfant et souhaitaient la réussite scolaire de leur enfant de manière très sincère, on s'est rendu compte, et ça complète en fait des résultats qu'on a déjà en sociologie de l'école, que pour les parents qui sont les plus éloignés de l'école et des codes de l'institution scolaire, et qui en plus sont dans des régions d'Aquitaine qui sont éloignées et qui ont des ressources locales assez limitées, le moment du cancer, c'est un moment où l'enfant va être éloigné en fait de l'établissement. Et ceci rend quand même compliqué le fait de retourner en classe de manière apaisée. Et donc, le dispositif, il avait vraiment pour objectif de venir, non pas résoudre, mais essayer de minimiser un petit peu cette question des inégalités sociales qui nous est chère. Et puis enfin, le retour en classe, c'est un événement collectif, c'est-à-dire que, certes, l'enfant et sa famille sont les premiers concernés, évidemment, par ce retour en classe et le choc que cela représente, mais il y a aussi toute une série d'acteurs qui sont impactés en termes de... Alors, les professionnels de l'éducation, pour qui la maladie grave n'est pas forcément une question habituelle, loin de là, et qui se retrouvent propulsés dans un univers qu'ils ne maîtrisent pas, ne serait-ce que d'un point de vue lexical. Les professionnels de l'éducation se retrouvent à assumer des tâches qu'ils n'ont pas l'habitude d'assumer en termes de soins, d'accompagnement, d'individualisation. C'est une question qui est complexe. Et pour les pairs, les camarades de classe, c'est aussi une question compliquée, puisque finalement, le fait qu'un camarade revienne après une expérience comme celle-là, et le fait d'en parler les propulse dans des questions existentielles qu'ils ne sont pas forcément... qu'ils n'ont pas forcément anticipé de traiter et qui est profondément bouleversante. Donc, pour toutes ces raisons, le dispositif, en partenariat et en complément de ce qu'il existe déjà dans l'éducation nationale, nous a semblé intéressant du point de vue d'une médiation adaptée et spécialisée en fait sur ces questions-là de cancer, pour permettre d'aider au retour en classe. Alors, je finirai juste très rapidement sur les prolongements. Donc, pendant 2 années d'expérimentation, on a mené ce projet sur le plan du coup d'une recherche et d'une action.
Et ce projet, il est actuellement réinvesti par les acteurs de terrain. C'est-à-dire que Karine Dugas est toujours en poste à la Maison Maharaja, et les enseignants spécialisés du CHU de Bordeaux, qui ont été associés en fait dès le début à la dynamique, ont entre guillemets pris ma place, c'est-à-dire que c'est plus moi qui vais dans les établissements scolaires aux côtés de Karine, mais du coup c'est eux qui, à tour de rôle, s'impliquent dans ce projet-là. Et ça, on en est particulièrement content, puisqu'on souhaitait faire ce projet pour qu'ils puissent faire des petits, entre guillemets. On travaille aussi actuellement sur un projet d'extension nationale. Il y a 2 centres en France avec lesquels on travaille depuis plus d'une année pour essayer de penser comment une réflexion comme cela pourrait naître dans ces services d'oncologie pédiatrique-là. Et puis, on travaille maintenant dans une nouvelle recherche-action, en fait, qui a pour but de réfléchir sur les difficultés et l'expérience des étudiants atteints de cancer et de maladies rares. C'est pour ça que je commençais mon intervention tout à l'heure là-dessus. Projet qui a pour objectif, en fait, à la fois de mieux comprendre ces difficultés-là, mais surtout, à terme, c'est un projet qui va durer 3 ans, essayer de réfléchir à un dispositif de médiation. On sait qu'on ne pourra pas dupliquer ce qu'on faisait dans le secondaire, ça n'aurait aucun sens, parce que le secondaire et le post-bac, ça n'a pas grand-chose à voir en France. Mais on pense quand même qu'il pourrait y avoir des idées et des propositions qui pourraient faire en sorte que pour ces étudiants, ce soit un petit peu moins compliqué aujourd'hui, en complément de ce qui existe déjà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rollin, de nous avoir fait partager votre expérience très intéressante, tant sur le fond, le sujet, que sur la forme, la recherche-action. Nous avons pris un petit peu de retard, dont vous n'êtes pas tout à fait responsable. Restez, Madame Rollin, parce que je vais donner la possibilité quand même de poser une question, s'il y en a une. Dans votre recherche, vous avez un point de recherche qui concerne les formes d'exclusion et de discrimination que vous êtes allé observer et relever. Je me demandais si vous aviez également mis l'accent sur les formes d'intégration qui existent. Parce qu'on a souvent l'habitude de ne voir les choses que du côté de la discrimination, mais en fait, c'est toujours une dynamique. Et dans cette dynamique, il y a aussi des formes existantes d'intégration. Est-ce que vous avez travaillé dessus aussi, spécifiquement ? Bon, moi, je n'ai pas employé le terme de discrimination. Enfin, disons, je comprends l'idée et c'est en lien, mais j'utilise pas ce terme-là parce que, justement, il me semble aller que dans un sens. C'est-à-dire que... Stigmatisation, alors, ouais, si vous de préférez, stigmatisation. Mais c'est justement, ce dont je vous parle, c'est les formes d'inclusion, d'intégration existantes en amont d'un dispositif qui existerait après. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? Oui, en fait, ce qu'on essaye vraiment d'étudier, c'est des dimensions processuelles. Donc, c'est-à-dire essayer de comprendre à la fois qu'est-ce qui est réalisé et anticipé par les jeunes et leurs familles, et quelle est la réception, en fait, par les professionnels de l'éducation. En se disant toujours, en partant toujours du principe que, pour vraiment simplifier, il n'y aurait pas des gentils et des méchants et des personnes qui ne voudraient pas intégrer des enfants qui sont gravement malades, mais plutôt que il y a des normes professionnelles qui peuvent bloquer un certain nombre de réflexes qu'on pourrait avoir et qui font que c'est quand même plus compliqué. C'est-à-dire que, pour dire les choses franchement, il y a des situations là qui me reviennent en tête où, très clairement, l'absence d'un jeune, par exemple, en classe, a été identifiée comme une situation de décrochage scolaire, alors que le jeune est en train de faire ses traitements, etc. Pourquoi ça arrive ? Déjà, pour 2 raisons. La première, c'est la question des représentations, c'est-à-dire qu'on ne pense pas, et je pense que quand quelqu'un est absent, on ne pense pas tout de suite, encore une fois, encore plus quand c'est des enfants ou des adolescents, on ne pense pas tout de suite il est gravement malade. On pense, quand on est professionnel de l'éducation, que la personne est en train de décrocher scolairement, est pas sérieuse, on peut avoir des propos comme ça. Et puis, la deuxième raison, c'est que, en fait, il y a et là, ça renvoie à ce que vous disiez en fait précédemment sur les savoirs expérientiels, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui, pour toute une série de raisons et de ressources sociales, en fait, savent et ont appris progressivement quels étaient les tout petits actes à réaliser pour que l'établissement n'oublie pas leur enfant.
Donc ça passe par des appels téléphoniques répétés à la bonne personne, ça passe par des petits mots dans le carnet, plein de petits actes en fait qui apparaissent mineurs mais qui font que le lien, le fil, il est toujours tissé avec l'établissement scolaire, et des familles qui vont tenter d'autres stratégies mais qui sont bien moins payantes, c'est-à-dire appeler tout azimut l'établissement et tomber sur des surveillants qui par exemple vont pas avoir le temps parce qu'ils sont contraints par ailleurs de transmettre l'information au CPE. Ça va passer par la volonté de systématiquement faire le lien avec le professionnel de santé, mais pas avec l'établissement scolaire. Enfin, toute une série de choses qui font qu'on n'est pas face à une volonté d'exclure, mais plutôt l'absence d'une volonté d'inclusion explicite, et notamment en lien avec la formation de ces professionnels-là. J'ai pas eu le temps d'en parler là, mais on ne parle pas assez de ça aux futurs professionnels de l'éducation. C'est un sujet qui est très peu abordé. Et du coup, ça fait pas forcément tilt dans les esprits quand on est concerné.